Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 13 juillet 2024 et on vient de traverser une semaine assez intéressante parce que bien sûr on a parlé beaucoup d'inflation et puis un tout petit peu d'inflation. Et puis par-dessus ça, on a eu bien sûr les témoignages de Monsieur Powell en amont des inflations, des chiffres de l'inflation. Et puis les discours sont toujours les mêmes depuis 3-4 mois. Et donc par rapport à ça, on a dû s'adapter un tout petit peu. On a eu certaines confirmations qui nous ont rassurés durant cette semaine et qui ont aussi déclenché une forme de pivot, une forme de changement de positionnement. Et puisqu'aujourd'hui, eh bien, on a atteint cette quasi-certitude de voir les taux baisser au mois de septembre, qui fait que tout d'un coup, on se demande si ça vaut bien la peine de continuer à acheter certaines parties du marché, ce qui fait qu'il y a pas mal de changements qui sont en train de se produire. Oui, alors le sujet de la semaine, c'était donc l'inflation. Là d'ailleurs, quand vous voyez ce qui était annoncé aux États-Unis lors des chiffres du CPI qui étaient en dessous des attentes, on attendait 3,1, sorti à 3%. Donc du coup, c'est l'euphorie totale. Tout va bien, l'inflation va en direction de 2%. Oui, ok, ça va prendre un peu de temps, mais il y va. Et c'est exactement ce que disait Monsieur Powell lors de ses témoignages de mardi et de mercredi devant le Sénat et devant le Congrès. Monsieur Powell a tout simplement dit, oui, moi je suis pour la baisse des taux, mais d'abord j'ai besoin de plus d'informations, de plus de données pour être certain que l'inflation va en direction des 2% attendus, parce que sinon, si je baisse les taux trop vite, je vais faire redémarrer l'inflation et c'est pas ce qu'on me demande de faire. En même temps, s'il ne baisse pas les taux, il est en train d'amener gentiment le pays en récession. On a vu que le marché de l'emploi est en train de se prendre une tôle monumentale quand même l'un dans l'autre, que l'économie ralentit dans tous les coins. On l'a encore vu au niveau d'une certaine consommation, puisqu'on a vu les chiffres de Delta Airlines cette semaine qui n'étaient pas extraordinaires et qui surtout méfiants sur la suite. Les gens consomment moins, les gens consomment différemment. Et puis, même chose chez Pepsi. Là aussi, on ressent un petit peu un ralentissement général. Si vous lisez des articles aux États-Unis, vous verrez qu'il y a de plus en plus de gens qui constatent que même dans les McDonald's, il y a très peu de gens qui vont manger là-bas. Donc il y a un changement qui est en train de se produire. Et le job de Monsieur Powell sera vraiment maintenant de réussir à faire les choses au bon moment, ni trop tôt ni trop tard. Parce que dans tous les cas, s'il ne fait pas exactement à l'instant T, il va se faire démonter et tout sera de sa faute. Donc, on est obligé de se poser les bonnes questions et lorsqu'on finit cette semaine, qu'on voit que le CPI est en baisse, mais que le PPI qui est sorti vendredi est quand même remonté un tout petit peu, était un peu en dessus des attentes, mais heureusement, on a toujours cette capacité extraordinaire de trouver toujours ce qu'il y a de bon à l'intérieur d'un chiffre et d'oublier ce qu'il y a de mauvais. Et c'est exactement ce qui s'est passé au niveau du PPI. Si vous regardez l'interprétation qu'on en a fait, oui, le PPI remonte. Donc là, il est plutôt en dessus des attentes. Pas de beaucoup, mais en dessus quand même. Ce qui voudrait avoir tendance à dire, c'est que normalement, le CPI du mois prochain pourrait être impacté. Mais on s'en fout. Parce qu'on est allé chercher à l'intérieur et on a forcément trouvé des trucs qui étaient plutôt positifs. Ce qui fait que l'un dans l'autre, la semaine était plutôt bonne, plutôt positive, même si on a vu quand même pas mal de rotation de secteur, puisqu'on a vu que sur l'annonce du CPI, eh bien, les gens avaient commencé à décharger les big names, en tout cas jeudi soir, pour aller chercher d'autres alternatives un peu plus défensives ou alors carrément sur la thématique des small caps. On l'a bien vu. Finalement, après l'histoire du CPI, on s'est dit qui va vraiment bénéficier d'une baisse des taux, si ce n'est les petites sociétés qui ont besoin d'emprunter de l'argent à des taux bas pour pouvoir se financer et se développer. Qui d'autre que les small caps? Résultat, on a quand même vu pas mal de changements de ce niveau-là. Ça a un petit peu rebondi au niveau de la tech vendredi. Et puis les small caps continuent d'être fortement demandés, ainsi que les titres défensifs. D'ailleurs, celui qu'on a bénéficié le plus sur la semaine, eh bien, c'est le SMI, qui, elle, a une des meilleures performances en termes d'indices sur la semaine. Autrement, on a toujours, bien sûr, les feuilletons politiques qui continuent. On va pas revenir dessus parce qu'on en parle beaucoup, à mon avis, presque beaucoup trop. Monsieur Biden continue de faire conneries sur conneries, donc ça, c'est pas une grande nouveauté. Quand on lit un peu ce qui se passe sur le sujet aux États-Unis, la plupart des gens sont en train de se dire la question n'est pas de savoir si il va lâcher la course à la présidentielle, la question c'est quand est-ce qu'il va le faire et comment il va le faire, puisque de plus en plus de grands noms du Parti démocrate sont en train de dire ça peut pas le faire comme ça, il faut absolument qu'il renonce. On verra ces prochains temps, mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir surtout, en tout cas pour l'instant, c'est que le marché s'en tape complètement. Biden peut partir, rester, peuvent le remplacer par une chèvre, tout le monde s'en moque. La seule chose qui les intéresse, c'est de savoir à combien va finir Nvidia dans 6 mois. Donc pour l'instant, le côté politique, on en parle beaucoup,
mais il faut bien noter quand même que l'impact sur les marchés est quasi nul. Même chose en France, la semaine dernière on a eu les élections, sur la semaine le marché français gagne 0,6%, il a refusé d'aller chercher de nouveau les points bas du CAC autour des 7500. Ce qu'il faut retenir à l'intérieur de la politique française, c'est qu'ils sont tous nuls. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre, c'est tous des tocards. Et il n'y en a aucun qui viendra avec un programme spécifique pour essayer de sauver la France. Aujourd'hui, si la gauche est au pouvoir, c'est simplement parce qu'ils ont fait barrage au Rassemblement national. C'est pas parce que les gens voulaient d'eux. Et aujourd'hui, on se rend compte que ni le programme de la gauche, ni le programme de la droite, ni le bricolage que Macron est en train de mettre en place va fonctionner. Donc, résultat, les marchés se contentent de dire, ben nous, finalement, on préfère quand il y a un blocage, hein, quand il se passe rien, parce qu'au moins, s'il se passe rien et si personne ne prend de décision, pour l'instant, on ne peut pas faire pire. Résultat, ça satisfait les marchés pour l'instant, mais évidemment, en fonction de l'évolution des choses, et si par malheur, ils arrivent à mettre un membre du LFI en tant que Premier ministre, alors là, forcément, le marché risque de moins bien le prendre, même si on est tous plus ou moins conscients. Enfin, quand je dis on est tous, les spécialistes de la politique française sont tous plus ou moins conscients que même si on met un Premier ministre de LFI à Matignon dans quelques semaines, de toute façon, c'est pour quelques jours parce que personne ne veut de lui de toute manière. Bref, en tous les cas, pour l'instant, l'aspect politique, on peut le mettre de côté parce qu'on a l'impression que même si Biden n'est pas là, même si c'est quelqu'un de pas bon qui vient comme Premier ministre en France, ça ne va pas changer la photo finale pour le moment. En tout cas, les marchés ont très peu réagi cette semaine sur ce sujet-là. On notera qu'en Allemagne, on a également sorti les exportations la semaine dernière. C'était en dessous des attentes. Ça continue à être de plus en plus faible. On voit que l'Allemagne a quand même de la peine à relancer cette économie et donc il y a forcément un risque de contagion sur l'Europe parce que si l'Allemagne va mal en Europe, autant vous dire que le reste est toujours un peu compliqué. Mais néanmoins, les marchés s'en moquent puisque la plupart des indices européens étaient là aussi en hausse. Donc encore une fois, on a cette capacité extraordinaire qui dure et qui perdure ces derniers temps et qui reste nettement en dessus des attentes. Quoi qu'il en soit, on est toujours optimiste et ça c'est plutôt une bonne nouvelle même si des fois on a tendance à vouloir se cacher une certaine réalité. Le sujet suivant, ce sera bien sûr les publications trimestrielles puisqu'on va commencer à se faire avoiner en termes de publications. On a commencé en cette fin de semaine, donc je vous l'ai dit, un Pepsi en dessous des attentes mais qui s'en sortait pas trop mal en termes de perf, et puis Delta Airlines en dessous des attentes, des prévisions vraiment maussades pour l'économie, surtout au niveau des voyages. Donc là aussi on sent un ralentissement venir et donc ça c'était pas super rassurant, mais les marchés pour l'instant s'en moquent, sauf Delta qui lui a quand même pris sa petite claque. Et puis autrement, hier on a eu les bancaires qui ont commencé à publier. Là aussi, il y a à boire et à manger. L'un dans l'autre, les performances nettes, les chiffres d'affaires et les revenus sont plutôt en ligne ou au-dessus des attentes. Mais par contre, à l'intérieur, quand on gratte, je prends l'exemple de JP Morgan, on notera quand même qu'ils ont annoncé qu'ils avaient augmenté leurs prévisions pour les cartes de crédit qui ne seraient pas honorées, c'est-à-dire les gens qui seraient endettés et qui ne pourraient pas rembourser. Donc les pertes sur crédit et sur carte de crédit ont été augmentées, les risques de perte, enfin ces provisions ont été augmentées. Et chez JP Morgan, c'est pas forcément rassurant. Et pour JP Morgan, mais aussi pour le reste de l'économie, parce que ça veut dire qu'ils ont bien compris que le montant des cartes de crédit commence à être un problème. 1,3 trillion, donc 1300 milliards de dollars qui sont endettés en termes de cartes de crédit aux États-Unis avec des taux d'intérêt au-dessus des 20%. On commence à se dire que ça pourrait peut-être être un problème. Et puis Citi a annoncé qu'ils avaient quand même viré 8000 personnes. Vous me direz 8000 personnes sur 350 millions d'habitants aux États-Unis, ça va pas nous changer la photo, mais quand même, on voit que la tendance des licenciements est toujours là et que quand on ne sait plus comment faire pour générer des revenus ou de la croissance, eh ben, il suffit de virer des gens. Et puis donc, la semaine suivante, la semaine qui nous attend maintenant, il y aura tout ça. Vous voyez le tableau qui s'affiche. Lundi, encore des bancaires. Mardi, encore des bancaires. Et puis mercredi, on va attaquer avec des ASML. Alors ce sera intéressant de voir cette publication, cette première publication de la part d'une société comme ASML. Puisque c'est les semi-conducteurs. On a vu le trimestre dernier qu'ASML avait sorti des bons chiffres, mais des perspectives un peu plus maussades que les attentes. Le titre s'était fait déglinguer, mais il a tout récupéré. Et puis maintenant, on va peut-être que nos attentes soient un peu trop en dessous et que finalement, ils vont faire mieux. Donc vraiment, on va observer tout ça et tout sera une question d'attente. C'est la même chose pour TSMC qui publiera jeudi matin, ce que pour Netflix qui publiera jeudi soir. Donc on va être vraiment très attentif sur l'aspect interprétation des résultats. Bien sûr, c'est pas forcément la réalité qui va nous obséder, mais c'est surtout comment l'interpréter et regarder ce que les sociétés nous sortent par rapport à ce que nous, experts en finance, nous attendions. On a vu ces derniers temps qu'on avait quand même cette capacité assez exceptionnelle à attendre beaucoup trop par rapport à la réalité finalement de l'investissement aujourd'hui. Donc, ça c'est une grosse semaine qui va commencer. La plus grosse, ce sera celle d'après. Les deux suivantes, en fait, seront très grosses puisque les gros noms vont arriver après. Mais aujourd'hui, on est dans une situation
où ça va être drivé principalement par ça, surtout que la semaine prochaine, l'aspect macro est un tout petit peu moins élevé. Si ce n'est que la semaine prochaine, l'aspect macro sera un peu moins omniprésent, puisque mis à part pas mal de chiffres en Chine, on aura bien sûr la BCE qui interviendra, la BCE qui devra annoncer ou pas une nouvelle baisse des taux par rapport à ce que les banquiers centraux européens ont dit ces derniers temps. On peut supposer qu'ils vont rien faire du tout, ça c'est une grosse probabilité, mais voilà, ça on ne sait jamais, mais en tout cas par rapport au dernier discours, on va dire qu'a priori la BCE ne devrait rien faire. Il n'y a pas de gros chiffres importants. Le prochain gros chiffre important aux États-Unis sera le PCE, mais ce sera la fin de la semaine suivante pour voir où on en est au niveau de cette inflation qui reste le truc le plus important, malgré que le CPI de cette semaine, en conclusion, nous a quand même amené à être quasiment certain que les taux baisseraient au mois de septembre. Je rappelle que le taux de probabilité est au-dessus des 90%, à peu près là où nous avions le taux de probabilité de voir baisser les taux en mars, il y a 7 mois en arrière. J'aimerais juste faire un truc que je fais pas d'habitude dans ce Swiss Bliss. Je vais vous parler de la dette américaine. J'en ai déjà parlé, mais là, je vais prendre un petit peu plus de temps, de votre temps ce week-end pour parler de la dette américaine. Regardez ce graphique. Alors, ce graphique, si vous voulez, ça représente les estimations des intérêts sur la dette qui seront payés cette année en 2024. Donc, aujourd'hui, les paiements d'intérêts annualisés sur la dette américaine, ils ont atteint un niveau record de 1,4 trillion de dollars, soit 1140 milliards de dollars d'intérêts de la dette. C'est plus du double du montant des intérêts enregistrés en 2022, lorsque la Fed elle a juste commencé à remonter ses taux. Et puis si on devait mettre ça en perspective, eh bien, pendant la crise financière de 2008, le coût des intérêts était environ de 450 milliards, soit 60% de moins qu'aujourd'hui. Et si on ramène ça en termes de pourcentage du PIB, le coût net des intérêts est en train de dépasser cette année un niveau record de 3,2% qui a été atteint dans les années 80. Donc si on compare aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, les intérêts de la dette représentaient 1,8% du PIB pendant la guerre 39-45. Autant vous dire qu'aujourd'hui, on a atteint des niveaux qui sont absolument stratosphériques. Donc tout ça pour dire qu'en fait, s'il y a quelqu'un dans le monde qui a intérêt à voir les taux baisser, c'est quand même le gouvernement américain. Parce qu'aujourd'hui, au niveau d'intérêt, c'est insupportable pour eux et ils vont directement droit dans le mur. Et si par malheur, on devait maintenir des taux relativement élevés pendant longtemps, admettons que la Fed ne baisse ne serait-ce que 2 fois 0,25 pour la fin de l'année, ne fasse plus rien en 2025, je vous laisse imaginer ce que ça peut avoir comme impact sur la dette américaine qui continue à être jusque-là. Sans compter que, regardez cette autre charte, vous voyez très clairement que là, eh bien, les Américains ont mis 220 ans pour atteindre 11 000 milliards de dettes entre 1800 et 2020, 220 ans quand même. Et puis depuis 2020, eh bien, la dette, elle a augmenté justement de 11 000 milliards. Donc on a mis 4 ans pour monter la dette du même montant que ce qu'on a mis 220 ans auparavant. Bon, évidemment, c'était pas pareil, parce que quand vous devez payer pour avoir des F-35 ou bien une escouade de cavalerie, c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que quand même, on voit une explosion de la dette ces dernières années, explosion de la dette qui a permis aussi une croissance économique exponentielle aux États-Unis, mais maintenant on se retrouve à une situation où vous vous êtes endetté pour faire de la croissance, vous avez une dette qui est monumentale avec des intérêts qui sont très élevés, et à côté de ça, vous avez potentiellement une économie qui serait, je dis bien au conditionnel, en train de ralentir. Ça nous laisse une fin d'année qui risque d'être relativement spectaculaire. D'ailleurs, à propos de fin d'année spectaculaire, j'en profite pour vous rajouter que si on regarde les prévisions de la part des banques d'affaires américaines, eh bien, on se prévoit un S&P 500 entre 6000 et 5007. Au début de l'année, on était entre 5002 et 5006. Là, on est passé de 5007 à 6000, plus ou moins au niveau des objectifs. Donc, comme d'habitude, on suit la vague, on surfe la vague, et on va en direction d'un S&P qui ne peut que monter, puisque c'est un peu la conviction actuelle, puisque ce qu'il faut vraiment retenir de ce qu'on vit en ce moment dans les marchés financiers, c'est que peu importe la nouvelle, si elle est bonne, elle est bonne, les marchés montent, et si elle est mauvaise, on va forcément trouver quelque chose à l'intérieur de la mauvaise nouvelle pour justifier la hausse des marchés qui va suivre. Si vous regardez les performances de la semaine, alors je vous parlais de rotation de secteur, regardez qui est le numéro 1 de la semaine, j'ai pas souvenir que ce soit si fréquent que ça, le SMI prend 3,05%, et même le semi-conducteur index qui ne monte que de 2,09%, et vous avez le Dow Jones qui réintègre les 40 000, pour 40 000,91, mais 1,59% de hausse contre un Nasdaq qui ne gagne que 0,24. Ce qui veut dire que l'un ou l'autre, eh bien, effectivement, les gens sont en train
réduire l'exposition en techno et aller chercher d'autres alternatives, que ce soit de la small cap ou du défensif. Jeudi, on a vu clairement que c'est la small cap qui en bénéficiait, mais en même temps, on n'a pas trop prêté attention au fait que tout l'aspect défensif en profite relativement bien. On l'a vu, on le voit sur la Suisse et on va le voir encore mieux tout à l'heure. On notera que le DAX reprenait 1,59%, quand même, c'était assez spectaculaire, c'était pas évident, et que la France gagne quand même 0,26% malgré la situation politique dont je parlais tout à l'heure. Et puis autrement, on signalera quand même le pétrole qui rebaisse un tout petit peu de 1,18%. Et les graphiques de la semaine, alors vous voyez le SMI, donc à tout seigneur, tout honneur cette semaine, puisque c'est le meilleur de la semaine. Vous voyez que, j'en parlais hier matin, en fait on avait un risque d'avoir un double top sur le SMI. Eh bien, pour l'instant, on a effacé ce risque puisqu'on a cassé la résistance qu'on avait laissée le 7 juin à la hausse. On vient chercher les hauts du canal ascendant maintenant. Le prochain objectif, c'est 12 569 sur le SMI, ce qui correspond au top qu'on avait fait, sauf erreur, le 13 ou le 14 avril 2022. Donc ça paraît plutôt possible d'aller le chercher dans l'environnement actuel puisque les gens sont en train de chercher d'autres alternatives. Et quand vous voyez ce qui a tiré l'indice SMI, on le verra tout à l'heure, eh bien, ça pourrait encore perdurer quelques jours si les gens commencent vraiment à avoir une rotation de secteur qui dure plus que 24 heures. Le CAC 40 avec mes flèches partout, mes gaps et puis mes head and shoulder. Alors si vous voulez, là, on est dans un range latéral sur le CAC 40. Donc pour l'instant, on a refusé la semaine dernière, encore une fois, d'aller chercher les 7450. Donc on tient... On va dire que là, il y a une espèce de triple bottom qui se dessine. Là, on a des résistances sur la moyenne mobile des 200 jours. C'est exactement là où on a terminé la semaine. Les événements politiques risquent peut-être de nous emmener là-bas, à moins que ce soit les publications trimestrielles qui vont tout d'un coup nous dire que, ouais, finalement, on oublie peut-être un peu trop souvent que 80% des sociétés du CAC font leur pognon à l'étranger et pas forcément en France. Donc, ce qui se passe directement en France, c'est peut-être pas forcément leur souci. Et on se rappelle encore, peut-être pour la bonne bouche, qu'il y a quelques semaines en arrière, Total parlait de déménager en Angleterre et que finalement, vu ce qui se passe, ils ont peut-être pas complètement tort. Le Dow Jones, meilleur indice américain de la semaine, là aussi, ça fait un moment que c'était plus arrivé. Alors regardez, là c'est assez facile, hein, résistance, et là on casse on clôture au-dessus des 40 000. Et c'est plutôt encourageant, il va falloir confirmer la semaine prochaine. Si on ne confirme pas, inutile de vous dire que tout le monde aura vu le triple top qui est en train de se dessiner ici, et ce qui pourrait potentiellement nous renvoyer assez rapidement en direction des 38 000. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. On voit que les gens recherchent un peu plus les titres du Dow Jones, même si dedans il y a quand même du Microsoft et de l'Apple, et donc il y a encore de l'espoir, mais voilà, très très bonne semaine, ça faisait longtemps pour le Dow Jones, un peu à l'image du SMI. Le S&P 500, il n'y a pas grand chose à dire, on est toujours dans notre tendance haussière, même si on a l'air de consolider sur les plus hauts historiques autour des 5600, on a fait un record la semaine dernière, légèrement au-dessus des niveaux où on clôture ce vendredi, mais malgré la prise de profit sur les Magnificent 7 qu'on a vu jeudi, eh bien on voit que le S&P 500 clôture quand même relativement bien. Pour l'instant, il n'y a pas de signal d'alarme trop inquiétant. La tech, c'est un peu différent, hein. On a quand même eu pas mal de prises de profit et on voit que ça continue à peser un petit peu plus lourd. On pourrait envisager quelques prises de profit un peu plus durables sur le Nasdaq, tout comme sur le SOX qui a exactement la même configuration. Alors comme je vous le disais, hein, cette semaine on a les chiffres de ASML et de TSMC. Rappelez-vous des chiffres de Micron il y a 3 semaines en arrière. Les chiffres étaient bons, les attentes étaient bonnes, mais en dessous des attentes du marché. Et si ça se reproduit, là il pourrait quand même y avoir 2-3 prises de profit un peu plus durables, un peu de pression vendeuse un peu plus durable sur le secteur de la technologie. Et puis alors celui dont on a beaucoup parlé cette semaine, le Russell 2000, le symbole c'est RTY pour ceux qui cherchent, le Russell 2000 qui a donc enfin retrouvé un peu de dynamisme. Il faut dire que depuis l'histoire de la baisse des taux, eh bien on avait rebondi, oui, de 1600 à 2000 grosso modo, donc c'était pas rien. Mais par rapport aux autres, on voit quand même que depuis le début de l'année, on stagne globalement, puisque début janvier, on était à 2050, et on était en dessous de ça encore il y a quelques jours. Donc sous-performance du secteur des small caps, qui a l'air pour l'instant de vouloir accélérer, à confirmer, voir si on arrive à continuer notre ascension. Mais il est vrai qu'on disait cette semaine que beaucoup de hedge funds sont short sur les small caps, et s'ils continuent à couvrir, ça pourrait donner un peu de carburant ces prochains temps. Le pétrole. Alors le pétrole, j'avais montré ce graphique la semaine dernière. Toujours dans notre triangle latéral, on voit encore une fois, parce qu'on a tenté d'aller chercher de nouveau, cette tendance baissière, c'est pas n'importe quoi. Dans la zone des 83, on n'arrive pas à passer. Hein. C'est clairement, pour l'instant, on n'arrive pas. On a besoin, toujours à mon sens, d'aller chercher un petit peu d'énergie, peut-être en allant ne serait-ce que sur l'ancienne résistance qui deviendrait support autour des 70, des $80.
et peut-être même potentiellement retourner à 75, 75,5 pour pouvoir retrouver l'ANIA qui est allé finalement casser à la hausse parce que pour l'instant, il est clair et net qu'on n'y parvient pas, toujours pas, j'ai envie de dire. Pour ce qui est des vedettes de la semaine, alors on retiendra en premier lieu pour faire ça dans l'ordre de ce qui s'est passé un peu depuis lundi dernier que Swiss Life a été upgradé de target 630 à 675, mais pas par n'importe qui, c'est upgradé par l'UBS. Et l'UBS, quand ils upgradent quelque chose, généralement, ça met toujours un peu de baume au cœur. Le titre est donc au plus haut depuis bien longtemps. L'analyse de l'UBS est plutôt encourageante sur Swiss Life. Il estime qu'il n'y a rien à craindre sur les résultats qui vont sortir très bientôt. Il pense même qu'il devrait annoncer un gros share buyback de 300 millions de francs suisses qui devrait continuer à nourrir un petit peu cette hausse quasi permanente sur Swiss Life. Donc beaucoup de commentaires positifs du côté de l'UBS. Autre changement de recommandation massif dans tous les sens, et là de la part de 6 à 7 banques d'affaires, c'est sur Julius Baer qui vont aussi bientôt publier leurs chiffres. Alors Julius Baer a été moins heureux, on va dire, que Swiss Life, puisque les commentaires étaient plutôt prudents, plutôt timorés en se disant on va voir ce qu'ils vont publier comme résultat, mais franchement pas très encourageant, c'est plutôt des ajustements de price target à la baisse, donc pas trop d'enthousiasme du côté de Julius Baer pour l'instant. La réponse on l'aura bien sûr au niveau des chiffres trimestriels, l'impact sur le titre a été nul, tout comme sur Swiss Life, c'est pour ça que je vous montre pas les charts, parce que ce serait une perte de temps. Mais en tous les cas, on a eu pas mal de changements de recommandations sur Julius Baer, et il faut voir aussi que les analystes, ils sont un peu stressés. Là, on arrive dans la zone des publications, on arrive dans la zone des résultats micro. Ah, c'est angoissant. Donc du coup, on veut pas se gourer, donc on ajuste pour essayer de pas être trop à côté de la plaque, puis pas être trop ridicule non plus. Maintenant, je vais vous montrer 3 graphiques. Le premier, c'est Roche. Alors, regardez-moi comme c'est beau. Ah, ça fait du bien depuis le temps qu'elle se traîne, celle-là. Eh bien, on voit que c'est en train de bouger, enfin. Donc, on avait quand même ce magnifique biseau descendant qu'on avait sur le Bon Rush, qui a cassé. Vous savez, moi, j'ai toujours mon target là, en dessous, légèrement, aller à 265 francs suisses. On avait bien démarré, on est revenu pour combler les trucs qui restaient derrière, pour combler les gaps qu'on avait à fermer ici. Et puis, on s'est posé finalement sur la moyenne mobile des 200 jours maintenant, et on attaque la hausse. Alors, pas de grandes nouvelles sur le Bon Rush la semaine dernière, si ce n'est un point positif sur une recherche sur un appareil intelligent pour calculer la glycémie des diabétiques, mais rien de très extraordinaire. D'ailleurs, sur l'annonce, le titre n'a quasiment pas bougé, mais on voit quand même que ça repart. Et si on se dit, mais que se passe-t-il? Eh bien, il se passe que les gens sont intéressés par les titres défensifs un peu plus mous du genou que nous avons en Suisse, puisque finalement, on voit un regain d'intérêt. Regardez Novartis qui s'envole depuis 2 semaines. Novartis qui termine donc au plus haut de tous les temps, en dessus de 100 francs suisses. C'est quand même une marque assez spécifique. Moi, j'ai une casquette Dow 40 000. Il faudrait peut-être acheter une casquette Novartis 100. C'est un peu moins sexy, mais c'est quand même assez sympa de voir que Novartis est parvenu à casser à la hausse. Alors Novartis a été également upgradé par une banque d'affaires cette semaine qui est très positive sur l'avenir de Novartis, donc ça aide, ceci aidant bien sûr. Mais voilà, donc Novartis est en train de s'envoler, et puis pour ne pas laisser qui que ce soit au bord du chemin, alors qui n'a pas encore commencé à se réveiller, c'est Nestlé, mais on va dire qu'il faudrait commencer à la regarder. Regardez cette phase de consolidation ici. On voit qu'une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, on vient se poser sur les 91 francs sur Nestlé, et que là, gentiment, on est en train de tourner. Regardez la moyenne mobile des 50 jours qui se stabilise également. On a vraiment l'impression qu'on va aller chercher, et je pense qu'aujourd'hui, ceux qui veulent faire de l'investissement tranquille et sur le long terme, se positionner sur Nestlé et attendre patiemment, je pense que ça risque d'être relativement intéressant. Il y a eu tellement de mauvaises nouvelles sur Nestlé, il y a eu tellement de déceptions, il y a eu tellement de reproches dessus. Il suffirait là aussi, un peu comme à l'histoire du Bon Rush, je vous disais que le jour où l'UBS vont revenir l'upgrader, ça va tout changer. Eh bien, quand on voit Nestlé, eh bien, on se dit qu'il suffit de pas grand-chose pour que les choses repartent un peu mieux. Une cassure de la moyenne mobile des 200 jours, une Golden Cross qui se dessine sur le graphique, et tout le monde pourrait changer d'avis sur Nestlé. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est que la Suisse est devenue un leader cette semaine, momentanément en tous les cas, au niveau de la thématique sur les titres défensifs. Autrement, on retiendra encore Barry Callebaut qui a sorti des chiffres pas terribles, des ventes qui stagnent, la hausse des prix du cacao les a aidés pendant un temps, mais les ventes ne décollent pas, donc du coup le titre s'est fait déglinguer, il perdait 12% sur l'annonce des résultats qui était vraiment décevant du côté de Barry Callebaut, c'était pas top. Et puis même chose chez Doc Morris, souvenez-vous
Doc Morris, la semaine dernière, je vous en parlais, qui avait bien performé parce qu'un de ses concurrents commençait à cartonner au niveau des ordonnances électroniques en Allemagne. On targetait là-dessus. La croissance de Doc Morris était confirmée à la hausse, mais en dessous des attentes du marché. Donc là encore, à l'image de Micron et à l'image de ce qui sera le challenge de ces publications trimestrielles, c'est les performances futures à venir annoncées par les sociétés qui pourraient, au conditionnel bien sûr, décevoir les attentes des analystes. Et si ça se confirmait, forcément, ça pourrait être un gros problème. On l'a vu, ça peut taper très fort, très vite, et puis il suffit que tout le monde vienne downgrader au même moment pour que ça remette une couche derrière. Donc, Doc Morris, croissance toujours là, ordonnance électronique en Allemagne, c'est positif, mais on attendait beaucoup trop, beaucoup plus. Le titre a perdu 17% sur l'annonce. Et puis regardez ce graphique, c'est Dormakaba. Dormakaba, eh bien, c'est une société qui fait dans les serrures électroniques, sécurité et consorts. Grosso modo, j'avoue que c'est pas ma spécialité, que je la connaissais pas forcément très bien jusqu'à maintenant. Je la connais pas forcément plus aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, vous voyez ce qui s'est passé sur le graphique en 2 séances ici. Eh bien, ces 2 séances, ça provient de l'augmentation d'un price target de la part d'un broker français, on va dire. C'est pas que de price target. Ils étaient underperform avec un target à 402 depuis pas mal de temps. Donc, underperform, target 402. Donc, le target 402, c'était en novembre. Et puis, là, tout d'un coup, ils se sont réveillés. Ils se sont dit, ah oui, non, mais attends, ça a un peu monté depuis. Donc là, on est passé de outperform avec un target à 575. Donc voilà, hein, grosso modo par là. Donc du coup, sur l'annonce, là, vous imaginez les clients, là, ils sont sur vendre. Puis là, on leur dit, ah, il faut acheter parce qu'on va ici. Donc résultat, le titre rebondit quand même sur la nouvelle de manière assez spectaculaire. Vous voyez comment, des fois, les banques d'affaires ont un pouvoir absolument mythique sur certaines valeurs, surtout quand il n'y a pas de volume. 11,35% de hausse sur la semaine sur Dormakaba. Donc pour ce qui est de la semaine à venir, eh bien, résultat trimestriel, moins de chiffres économiques. Le prochain chiffre économique important, ce sera le PCE à la fin je crois que le 26 juillet. Et puis, bien sûr, la BCE cette semaine, qui sera le truc un peu central cette semaine. Mais encore une fois, par rapport à tout ce qu'on a entendu, ça ne devrait pas changer grand-chose. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, au niveau des marchés financiers, c'est encore ce côté, on est toujours dans un mode optimiste. On n'a pas vraiment envie de vendre nos positions, mais peut-être de prendre des profits sur ce qui a bien cartonné au niveau de la tech pour se positionner sur du défensif, comme on l'a vu lors de cette émission. Donc on est en train de changer un peu de positionnement, j'ai envie de dire, on est en train de pivoter. Hein. On parle de pivot de la dette. Là, on était dans une espèce d'engouement technologique depuis très longtemps. Et là, tout d'un coup, on s'est dit, bon, ok, vous avez vu les performances sur la tech, vous croyez vraiment que les arbres peuvent monter au ciel? Donc non, peut-être qu'à un moment donné, il faut juste essayer de repondérer les portefeuilles. C'est peut-être ce qui est en train de se passer. La seule chose qu'il faut bien essayer de mesurer au milieu de tout ça, c'est combien de temps est-ce que cette rotation de secteur va durer? Et est-ce qu'elle va durer? Parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui vont sortir et peut-être que les techs vont encore nous surprendre. Nvidia, c'est pour dans bien longtemps, mais je pense que Nvidia peut encore être capable de nous faire encore une fois le « Ah, mais c'est extraordinaire, je peux pas vous donner les chiffres tellement ça va être bon ». Cette semaine, en dehors des résultats, en dehors de la BCE, à noter quand même qu'il y aura beaucoup de gens de la Fed qui vont parler, mais vraiment beaucoup. Entre autres, Powell qui va reparler. Donc Powell avait parlé avant les chiffres du CPI, il va reparler après. Donc ce sera quand même vachement observé, vachement intéressant à surveiller ces prochains jours. Et puis pour le reste, moi je ne peux que vous encourager à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo et puis à revenir me voir lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Profitez vraiment bien de votre week-end et nous on se retrouve lundi. Allez, bye bye!